l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et Steve Niungeko est à la prise d'image. Fabrice Ndimurukundo assure la mise en onde. Bonsoir et bienvenue, amis fidèles de la RPA ou magazine Humura Burundi de ce jeudi 14 janvier 2021. Donc voici les principales articulations. Les défis sont de plus en plus nombreux quant à la gestion de la Covid-19 au Burundi. À part l'eau potable qui fait défaut dans certaines localités du pays, même les kits, que ce soit du point de vue médical ou logistique, sont très insuffisants. Et la réserve naturelle de la Kibira menacée de déforestation. Dans ce magazine, vous entendrez les quelques facteurs majeurs à l'origine de cette destruction de l'environnement. Dans ce magazine, nous vous parlerons également d'une réfugiée burundaise qui lance un cri d'alarme et qui est car dans l'incapacité de se faire soigner faute d'argent alors qu'elle souffre d'une maladie qui ne cesse de la ronger, elle et ses enfants de l'intérieur. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page Société où l'on parle des lacunes en ce qui est du traçage des personnes contacts, des malades du coronavirus, comme dans les écoles ayant déjà enregistré des cas positifs. Les parents et les enseignants demandent que les élèves ainsi que le personnel de ces écoles soient dépistés et que le kit nécessaire pour la prévention de ce virus leur soit fourni. Le point avec Nadège Irakodze. L'exemple le plus récent est celui de l'école fondamentale du quartier Kinanira 2 de la zone Musaga en mairie de Bujumbura, l'école communément appelée Sokarti, où ce mercredi, 2 enseignants ont été testés positifs à la Covid-19. Certains enseignants de cet établissement déplorent que même si tous les enseignants ont été dépistés, leurs élèves n'ont pas été examinés pour voir s'ils n'ont pas été contaminés. Également, certains d'entre eux n'ont pas pu se procurer des masques de protection. C'est vrai. Ces 2 enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Mais les activités ont continué à la normale. Nous, les enseignants, avons travaillé avec des masques de protection. Certains élèves aussi avaient pu porter des masques, mais il y a des élèves qui n'ont pas pu s'en procurer. Hier, nous sommes allés se faire dépister, mais personne n'est venu à l'école pour dépister les élèves. Autre chose que ces enseignants déplorent, c'est que les élèves s'assoient à plusieurs sur le banc pupitre et qu'il y a un manque criant d'eau potable pour se laver les mains, ce qui constitue un grand défi pour respecter les mesures de lutte contre la Covid-19. Nous continuons à sensibiliser les élèves à se laver les mains et de ne pas se toucher ou s'approcher les uns les autres, mais nous avons un grand effectif des élèves dans les classes. Les élèves peuvent s'asseoir à 3, voire à 4 sur un même banc pupitre. Donc, ce n'est pas du tout facile. Nous avons également un problème de manque d'eau potable pour se laver les mains, un problème qui s'observe toujours en zone Musaga. Au moment où il y a d'autres écoles où on a pu dépister des cas positifs à la Covid-19, à savoir le lycée Mngaro, le lycée communal Mabanda, ainsi que le lycée communal Mukungu, les parents et les enseignants demandent au gouvernement du Burundi, particulièrement au ministère de la Santé, de procéder au dépistage de tous les élèves et enseignants sur ces écoles et de leur fournir de l'eau, ainsi que le kit nécessaire pour se protéger contre cette pandémie. Nadège Irakodze, cette violation du protocole de lutte contre la Covid-19 s'observe aussi dans certains hôtels qui accueillent les voyageurs. En attente des résultats des tests, certains voyageurs sont chassés par les gérants d'hôtels. Le cas illustratif est celui d'une famille qui logeait à l'hôtel Saint-Blaise de Kadjaga depuis vendredi dernier. Il a été sommé de remettre les chambres ce mercredi sans avoir eu les résultats de leur test. Inès Gakiza
Reportage. L'hôtel Saint-Blaise est situé à la chaussée Ouvira dans le quartier Kadjaga de la commune Mutimbuzi. Les voyageurs qui y logent déplorent le comportement des responsables de cet hôtel. Ce mercredi, ils ont exigé à certains des clients voyageurs qui y séjournaient depuis vendredi de la semaine passée de remettre les chambres pour faire entrer de nouveaux clients alors que les premiers attendaient encore les résultats de leurs tests. Ces voyageurs ont donc passé la nuit dernière sur terrasse, d'autres dans les salles de cet hôtel dans des conditions inhumaines, nous ont confié nos sources à cet hôtel. Selon ces voyageurs, les premiers résultats ont révélé qu'il y avait un cas positif parmi les passagers de leur vol, raison pour laquelle ils ont été soumis à un second test lundi dernier. Jusqu'à mercredi, ils attendaient toujours les résultats, des résultats qui ont été perdus selon un document signé par le directeur du Centre des opérations d'urgence à l'Institut national de la santé publique, INSP. Dans l'avant-midi de ce jeudi, ces voyageurs ont donc fait un troisième test dit rapide, mais jusqu'à 15 heures, ils n'avaient pas encore eu les résultats. Ces voyageurs à destination du Burundi demandent aux autorités burundaises en charge de la santé de tout faire pour que la période de quarantaine annoncée soit toujours respectée. En cas de non-respect, de ne pas leur faire payer les dépenses des jours supplémentaires, car n'étant pas budgétisés, ce qui leur cause des difficultés. Merci à toi Inès Gakidza. Lutter contre la Covid-19 ne sera donc pas facile pour Gitega et pour cause, mis à part le manque de réactifs et d'espaces suffisants destinés à accueillir les gens mis en quarantaine. Certains habitants se heurtent au manque criant d'eau potable. Le cas le plus illustratif est celui des habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura qui viennent de passer plus d'une semaine sans aucune goutte d'eau alors que le lavage des mains constitue l'un des gestes barrières préconisés dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. Le reportage est signé Onésime Dushimagitse. Le quartier Ngabusoro de la zone de Kanyosha est l'un des quartiers de la mairie de Bujumbura où la population a peur d'attraper la pandémie Covid-19 suite au manque d'eau nécessaire pour se laver les mains. Les habitants de ce quartier indiquent qu'ils viennent de passer toute une semaine sans avoir vu aucune goutte d'eau couler dans les robinets. Tous les robinets sont à sec depuis une semaine. On dirait que l'eau n'y a jamais coulé. Nous avons peur d'attraper facilement le coronavirus. Le gouvernement nous interpelle de nous laver régulièrement les mains. Comment nous allons y arriver alors qu'on n'a pas d'eau? On a vraiment peur d'attraper cette pandémie. Cette population affirme qu'elle n'est plus capable de se laver régulièrement les mains pour prévenir la pandémie Covid-19 parce qu'on-il indiqué avoir de l'eau dans ce quartier est un travail de longue haleine. Un seul bidon d'eau s'achète entre 800 francs et 1000 francs burundais. Le peu d'eau qu'on achète est utilisé dans la préparation de la nourriture pour dire que se laver régulièrement les mains n'est plus une priorité. Il arrive qu'on puise l'eau de la rivière Kanyosha. Nous sommes plus exposés au choléra, à la dysenterie et à la Covid-19. C'est presque la même situation aux habitants du quartier Charama, au nord de la ville de Bujumbura. Ces derniers font savoir qu'ils n'ont pas d'eau depuis la nuit de ce mardi et craignent d'attraper facilement la pandémie Covid-19. Nous avons remarqué cette coupure d'eau depuis 4 heures du matin de ce mercredi, mais la régie des eaux n'a rien dit jusqu'à présent. On ne sait pas à quel saint se vouer. Lorsque l'on achète ailleurs, un bidon de 20 litres coûte entre 400 et 500 francs burundais. Ce sont les conducteurs de taxi vélo qui font cette activité. On ignore la qualité d'eau qu'ils nous apportent. Cette population des quartiers qui font face au manque criant d'eau demande aux responsables de la régie des eaux et de la mairie de Bujumbura de tout faire pour que ce quartier soit alimenté en eau potable. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent gouvernance, où le tribunal du commerce est l'organe le plus habilité pour sortir la régie des eaux de l'impasse dans laquelle il se trouve à travers des investigations et des études approfondies. C'est du moins la réaction de maître Yves Rouniagou, chercheur en droit des affaires, qui explique que cette juridiction a le monopole de déclarer la faillite d'une entreprise. Suivez plutôt Yves Rouniagou, chercheur en droit des affaires.
Normalement, au niveau de la loi, on prévoit qu'avant qu'une entreprise ne puisse être déclarée en faillite, le moment qu'une entreprise se trouve dans une situation difficile mais à laquelle on peut remédier, dans ce cas, il y a une procédure qui est prévue, c'est ce qu'on appelle le concordat judiciaire. Le concordat judiciaire, c'est une procédure par laquelle le tribunal aide une entreprise à se sortir des difficultés. On demande, ou plutôt on ordonne aux créanciers de surseoir à l'exigence de leur dette pendant une période bien déterminée. Et dans ce cas, tout ça est fait sur base d'un plan qui est rédigé, ce qu'on appelle un plan de redressement, qui doit établir clairement comment l'entreprise pourra se sortir des difficultés si jamais les créanciers sursoient à exiger le paiement de leurs dettes qui étaient arrivées à échéance peut-être. Juridiquement, il faut dire que si la Régie des eaux doit être considérée comme faillie, il y a deux conditions qui doivent être remplies. C'est-à-dire, il doit y avoir la cessation de paiement, c'est-à-dire que la Régie des eaux n'a plus les capacités pour faire face aux passifs dans l'ensemble ou aux dettes qu'elle a envers ses créanciers. La deuxième condition, c'est que le crédit de la Régie des eaux est ébranlé, c'est-à-dire que aucune institution, qu'elle soit financière, différents créanciers ne peuvent plus lui faire confiance pour lui prêter de l'argent ou pour l'aider à sortir de ses difficultés. Donc, si les deux conditions sont réunies, la faillite est déclarée par le tribunal compétent. Mais au-delà de tout cela, juridiquement, je pense qu'il y a aussi un aspect sur lequel il faudrait revenir. Il faut vraiment aller en profondeur et chercher les racines profondes de ces difficultés que vit actuellement la Régie des eaux. Maître Yves Rouniago indique également que les investigations sur les raisons de la mauvaise santé financière de la Régie des eaux devraient commencer par le plus haut sommet de l'État. Ce n'est pas normal que le chef de l'État, dans son intervention, mette tous les employés de la Régie des eaux dans le même sac, comme si ce sont eux qui sont responsables de la crise actuelle de la Régie des eaux. Non, ça c'est incroyable, parce que moi je vais parier que sur 100 employés de la Régie des eaux, peut-être 80% sont innocents, ne savent même pas d'où sont venues ces difficultés. Mais peut-être il y a 20%, voire même moins, qui ont une idée d'où c'est venu, parce que tout dépend de là où on se trouve dans la hiérarchie. Alors, venir dire que les difficultés de la Régie des eaux doivent être supportées par les seuls employés de la Régie des eaux, ce serait vraiment quelque part une injustice. Si on commence par le bas de l'échelle, on pourrait désigner les organes chargés de la gestion directe de la Régie des eaux. Là, on parle de la Direction générale de la Régie des eaux avec tous les autres organes qui en dépendent. Au-dessus, on peut voir le conseil d'administration de la Régie des eaux qui réunit différentes personnalités issues de différentes institutions qui sont directement ou indirectement liées à la Régie des eaux. Et au-dessus du conseil d'administration, on peut voir le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'énergie. Et au-dessus de tout ça, ce qui couronne tout, c'est l'institution du chef de l'État en personne. Alors, quand on parle de difficultés d'une entreprise comme la Régie des eaux, quand on envisage même sa faillite, il faut voir que, objectivement parlant, c'est une mauvaise gestion qui a été faite par tous ces différents organes. C'est là où je dis encore une fois que des enquêtes s'imposent pour établir les responsabilités. Maître Yves Rouniago, chercheur en droit des affaires, s'est entretenu avec notre confrère Trésor Niongabo. Et toujours en parlant de mauvaise santé financière, le personnel de l'Otraco continue à dénoncer la mauvaise gestion de cette entreprise étatique par leur directeur général. Ces derniers indiquent que malgré que l'Otraco encaisse énormément d'argent, son essor ne suit pas le même rythme, à la grande désolation des employés. Plus de détails avec Elos Divin. Les employés de l'Otraco révèlent que leur entreprise ne se développe pas au même rythme que d'autres entreprises de transport. Ils accusent le directeur général Albert Manelatunga de mauvaise gestion des caisses de cette entreprise. À titre illustratif, ces employés parlent du marché offert à l'Otraco par l'organisation IRC en rapport avec le rapatriement des réfugiés burundais qui retournent au pays. L'Otraco, qui se charge de leur transport à partir des frontières terrestres du Burundi, fait entrer beaucoup d'argent dans ses caisses selon ses employés. Ces sommes d'argent pourraient aider dans l'achat de nouveaux bus de transport, ajoutent les mêmes employés qui indiquent d'autres choses que le directeur général fait avec cet argent. Un parmi eux s'exprime.
Par exemple, s'il découvre que sur le compte, il y a un montant de 800 millions, dans ce cas, il crée une opportunité et la justifie en disant qu'il veut payer les pièces de rechange à 400 millions. Et au lieu d'acheter les pièces neuves, ils amènent les pièces déjà utilisées. Ces pièces de rechange achetées par le directeur général Albert Maniratunga pour des bus que les employés jugent assez vieux sont achetées chez des fournisseurs qui lui sont complices. Après, il indique les avoir achetés à l'extérieur du Burundi, martèlent toujours les employés de l'Otraco. Ces derniers sollicitent une descente de l'OBR sur les lieux. Ce sont des pièces qu'on achète à Ouyenzi. Il faudrait que les agents de l'OBR viennent constater lesquelles pièces ils ont amenées. Ils pourraient se demander comment ces pièces ont atterri au Burundi, s'ils ont passé par la frontière réellement, voir leur état. Vous saurez que même si la rédaction de la RPA a déjà tenté à maintes reprises de joindre en vain le directeur général de l'Otraco, Albert Maniratunga, pour entendre sa réaction, ce dernier préfère actuellement proférer des menaces aux employés afin de les museler. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi, Éloge Divin. Rémicha, une courte pause et nous abordons la page environnementale de ce magazine. Je vous le disais en titre, l'étendue de la réserve naturelle de la Kibira ne cesse de diminuer d'année en année. Les défenseurs de l'environnement disent que c'est suite aux activités comme l'agriculture exercée par l'homme dans cette forêt. Le point avec Clovis Nyonzima. L'Office du thé du Burundi, OTB en sigle, a des plantations au bord de la Kibira. Il s'agit de la plantation de Guegura et celle de Teza. Certes, ces deux plantations possèdent des basements auxquels l'on fait recours pour la transformation de feuilles de thé, mais selon des travailleurs de cette entreprise, quelquefois les arbres de la Kibira sont aussi abattus à cette fin. Ils les abattent bien sûr. Ils ont certes leur propre boisement dans lequel ils abattent des arbres, mais ils en abattent dans la forêt naturelle. C'est qu'ils ont besoin de beaucoup de bois de chauffage pour transformer le thé. Tu t'en rends compte lorsque tu visites l'usine puisque c'est facile de distinguer les arbres de la Kibira de ceux en provenance de leur boisement. Vers la fin de l'année 2015, Albert Bonnerane, l'ardent défenseur de l'environnement, disait que la Kibira avait été détruite sur une étendue de près de 16 000 hectares depuis les années 2005. Parmi les facteurs derrière la destruction de cette forêt, cet environnementaliste citait l'extension des cultures industrielles telles que le thé. Cela constitue un véritable danger, avait confié Bonnerane dans une entrevue avec l'agence d'information turque AA. Il déplorait le fait que les responsables de l'OTB font croire que le thé protège l'environnement aussi bien que les arbres de la Kibira. Théophile Ndaroufatiye, assistant du ministre de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, reconnaissait en novembre 2015 ces accusations contre l'OTB. Il estimait, lui, que les plantations théicoles ne pouvaient pas continuer à s'étendre démesurément dans la zone protégée de la Kibira. La rédaction de la RPA a joint Jacques Wigirimana, directeur général de l'OTB, mais il s'est gardé de tout commentaire. Clovis Nyonzima, et avant de clore ce magazine, parlant de cette SOS lancée par une femme réfugiée burundaise qui vit au Rwanda et qui lance un appel à l'aide pour se faire soigner, elle et ses enfants. Les médecins rwandais ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper d'un tel cas avant de faire un examen d'IRM pour savoir de quoi souffre réellement cette femme. Un examen que cette dernière n'a pas la capacité de faire car indigente, d'où elle demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Le point avec Walter Kwizera. Denise Ndiho Kubgayo est une mère de 4 enfants. Elle est âgée de 37 ans. Elle s'est exilée au Rwanda en 2015. À cette époque, elle avait un enfant d'1 mois. À son arrivée, elle a commencé à sentir des douleurs au ventre qui, selon elle, seraient causées par une césarienne qu'elle a subie. J'étais césarisée, ma plaie n'était pas encore guérie car je venais de passer 1 mois après l'accouchement. Je me suis fait soigner à l'hôpital d'Omuhima. Ils m'ont transféré à l'hôpital CHUK. Je me suis fait soigner mais ils n'ont rien vu. J'ai fait des examens qu'on m'avait obligé de faire
faire, mais en vain. Je suis allée à l'hôpital militaire d'Okanombe. L'échographie a montré que j'avais un problème dans le ventre, mais les médecins m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me soigner sans savoir la cause de ce problème. Ils m'ont prescrit d'autres examens. Il y avait un examen d'IRM parmi les examens qu'on m'avait demandé de faire. Je suis allée à l'hôpital Roi Faisal. À cet hôpital, on m'a fait une facture de 400 000 francs rwandais pour passer ces examens. Je n'ai pas pu trouver cet argent. Depuis, Denise Ndeokubgayo indique que ses jambes aussi lui font très mal, mais elle n'est pas à mesure d'acheter les médicaments qu'on lui a prescrits. Après ça, j'ai eu un autre problème, des douleurs au niveau des jambes. Je suis retournée à l'hôpital CHUK. On m'a dit que c'est un problème de circulation du sang. Les médicaments prescrits par les médecins étaient très chers. Le médicament le moins cher coûtait 14 000 francs. On m'a aussi prescrit le port des bas varices. J'ai demandé à la pharmacie. Ces bas varices coûtent 48 000 francs rwandais. Je n'ai pas cette somme. J'attends ce que le bon Dieu va faire. Denise Ndeokubgayo dit également que ses enfants ont des problèmes de santé. Chaque fois que le climat change, ils tombent malades. n'abana nabo urumva n'ingorane nk'uko nanje bimeze nabo barabazwe uwa mbere yarapfuye kubera icyo kibazo nyene cyo mu nda nawe. En plus de mes problèmes, mes enfants sont aussi malades. Ils ont été opérés. Le premier est mort, le deuxième et le troisième sont vivants, mais des fois, lorsque le climat change, le ventre gonfle. Ils ont une toux très forte. Ils sont obligés de manger une nourriture très légère. Les médecins m'ont dit que ce sont des sténoses. Je ne sais pas ce qui cause tout cela. Au début de sa maladie, l'OHCR aidait Denise Ndeokubgayo à se faire soigner, mais actuellement, elle ne bénéficie plus de soins car on lui a signifié qu'il n'y a plus de moyens. Cette mère vit seule avec ses 4 enfants. Elle ne sait pas où se trouve son mari depuis 2015. Elle demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cet appel, cet SOS de cette mère réfugiée burundaise que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 14 janvier 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique, à savoir Aimé Steven Yungeko qui était à la prise d'image et Fabrice Ndimrukundo qui assurait la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.